Bonsoir à tous, bonsoir. Alors comme d'habitude j'ai oublié de prendre mon petit micro, donc je le rajoute. Alors je vais attendre que vous soyez un petit peu là, un peu comme tous les soirs de live. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que vous allez arriver d'ici peu. Alors comme à chaque fois, vu qu'on a fixé les lives à 20 h, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont sur les balcons pour applaudir les personnels médicaux et les gens qui sont sur le terrain pendant cette crise. Donc je vous laisse un peu le temps d'arriver. J'espère que, encore une fois, vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que ça a été une journée productive, même si vous n'avez rien fait, voilà, que vous l'avez fait avec vraiment le cœur et l'envie de le faire. Ce soir, le live va être consacré à la pensée et à la manière dont votre pensée est configurée. Ça y est, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Bonsoir, je ne sais pas qui est là, mais en tout cas, voilà, tu peux. Voilà, Rémi Dupuis. Ok. Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien aussi et que on va pouvoir profiter un peu de tes remarques et de tes questions comme à chaque live. Donc je vous laisse un peu le temps d'arriver, mais comme je vous disais, ce soir on va parler de comment la pensée est configurée. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas forcément conscience que leur façon de penser est programmée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous capables d'avoir tous les types de pensées, on ne peut pas penser à tout. Oui, tu vas applaudir, ok. Donc on ne peut pas penser à tout, notre cerveau en fait est formaté, conditionné. Je sais que c'est des mots un peu forts, mais qui sont vraiment, qui traduisent vraiment ce qui se passe dans notre cerveau. En gros, notre éducation, nos expériences, notre sensibilité personnelle, notre capacité physique, bref, il y a plein de critères et de caractéristiques, bonsoir Salma, qui font que notre pensée est programmée pour penser d'une certaine manière et que des fois on pense d'une certaine manière et on n'envisage pas forcément de manière intuitive que l'autre en face a une autre perception, une autre façon de penser le monde et de réfléchir. Et en général, quand on se dispute avec quelqu'un, très souvent, c'est parce qu'on n'a pas la même façon d'appréhender les choses, de les penser, de les prendre en considération. Et donc ce soir, ce que je vais vous proposer, c'est de le faire, c'est de vous présenter en fait un modèle qui a été mis en place par, je ne sais pas si vous connaissez la PNL, la programmation neurolinguistique, et qui comme ça présente plusieurs caractéristiques, plusieurs types de caractéristiques. Et je vais vous demander à chacun de vous définir si vous êtes plutôt sur une modalité de cette caractéristique ou sur une autre. Vous allez voir, ça va être très très simple et vous allez probablement en apprendre énormément sur vous. J'en profiterai aussi pour parler de en quoi ces caractéristiques peuvent donner un certain type de comportement, bonsoir Audrey, dans la vie et quel type de patient je rencontre par rapport à ces caractéristiques. Alors pour l'instant c'est un peu flou, après vous verrez qu'on appelle ça global en fait en PNL, mais voilà, je vais vous proposer vraiment d'être en exploration de vous-même, donc à plein de moments je vous demanderai de réfléchir, de penser, de visualiser pour voir un peu ce qui vient. Ok, dites-moi si vous êtes prêts pour commencer. Alors vous n'êtes pas nombreux, mais bon tant pis, ceux qui sont pas là prendront le live en cours de route, ils poseront des questions. J'ai un certain nombre de métaprogrammes, parce qu'on appelle ça comme ça, en PNL, à vous présenter. Et j'aimerais bien commencer avec vous. Dites-moi si vous êtes prêts à commencer. Prenez un papier, un stylo. Et vous allez probablement apprendre des choses sur vous et probablement sur les gens qui vous entourent aussi. Vous allez peut-être même comprendre certaines choses sur les gens qui vous entourent et avec qui vous êtes en lien généralement. Ce qui est important, donc avant de commencer vraiment à vous présenter chaque métaprogramme, en tout cas les principaux, parce que c'est une liste sans fin de métaprogrammes, puisque c'est que du concept et on peut en faire autant qu'on veut. Il faut vraiment que vous compreniez encore une fois que chaque personne, et c'est le thème de la PNL, le présenter comme ça, et je trouve que c'est assez judicieux, donc du coup je vous le présente. Chaque personne a sa propre carte du monde. Si vous regardez une carte du monde, selon chaque pays est au centre
de la carte du monde. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'avoir la carte du monde avec la France au milieu et puis les États-Unis alors sur la gauche. Alors pour moi c'est à gauche, mais peut-être que pour vous c'est à la droite, je sais pas à quel moment l'image est retournée ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, avec vraiment les États-Unis qui sont voilà, totalement à l'extrême et puis la Chine totalement à l'extrême. Mais si vous prenez la carte d'un point de vue chinois, et bien en fait, pour eux, la Chine est au milieu. Ce qui est logique en fait, parce que chaque personne, chaque peuple, chaque point de vue se met au centre. Et donc, même si nous, on a l'idée de la carte qui est vraiment avec vraiment la France au centre et on pense que c'est la carte du monde, c'est pas une carte du monde, c'est une carte du monde de notre point de vue. Et probablement que ceux qui habitent au Groenland, ils se voient pas tout au bout là-bas, tout petit, non. Ils se mettent au centre et puis du coup, ils voient avec leur point de vue. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment d'envisager que votre propre point de vue n'est pas du tout un point de vue objectif et que par définition, votre point de vue est un point de vue subjectif, construit et que vous ne percevez pas de manière objective le monde, mais vous le percevez au travers des filtres de votre cerveau et du coup à travers des filtres de la configuration. Alors la configuration du cerveau, comme je vous disais dans un des lives, je ne sais plus lequel, c'est vraiment un peu comme quand vous recevez un ordinateur, vous avez des configurations de base, par exemple la langue, par exemple le fuseau horaire, par exemple différents petits programmes de gestion des applications. Et bien en fait, il faut vraiment concevoir votre pensée de la même manière, c'est-à-dire que votre pensée est configurée. C'est pour ça que c'est impossible d'être neutre dans une situation ou de percevoir la réalité. D'ailleurs, la réalité, si elle existe, nous, on ne peut pas y avoir accès parce que de fait, on y a accès à travers de notre cerveau, à travers de nos perceptions qui sont filtrées par nos croyances, nos centres de perception prioritaires. Enfin bref, on va voir tout ça. Mais en tout cas, à la fin de cette soirée, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est déjà des éléments sur comment vous fonctionnez. Donc ça va vraiment être très intéressant pour chacun de vous. Et puis vraiment que, probablement que dans les interactions, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont configurés vraiment différemment de vous et que parfois ça va être intéressant de le traduire dans leur langage à eux. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui étaient ok pour commencer. Encore une fois, prenez un papier, un stylo de manière à vous noter à vous-même ce qui découle de vous et de votre fonctionnement. Encore une fois, on est vraiment en exploratoire ce soir. Donc les différents modes qu'on appelle les métaprogrammes, du coup en PNL, donc ce dont on va parler cette soirée, on va vraiment être sur différents, alors il y a différents programmes, différents métaprogrammes, mais qui sont chacun reliés à un des moments du traitement de l'information. Alors la perception, parce qu'on ne perçoit pas les choses avec le même aspect, on n'est pas tous concentrés sur les mêmes choses. 2, l'organisation et l'évaluation des informations. Et 3, le choix et la motivation des décisions par rapport à cette information. Je vous le dis vite fait, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important pour vous, c'est ce qui va suivre maintenant. Ok, première chose dont j'ai déjà parlé dans les lives, mais c'est vraiment l'objet aujourd'hui d'en parler vraiment, c'est quand nous percevons l'information, même si nous avons tous normalement, ou si on n'a pas de déficit particulier, on a tous les 5 sens. Et donc on a tous des capacités visuelles, auditives, olfactives, au niveau du toucher, au niveau auditif, bref, on a toutes ces capacités, sauf vraiment déficiences vraiment avérées, mais on est tous capables de percevoir le monde au travers de nos 5 sens. Alors, a priori, il y en aura plus, mais peu importe, on va partir de ces 5 sens-là particulièrement, mais nous avons tous une appétence, c'est-à-dire une faculté de percevoir le monde au travers d'un sens en particulier. Alors, ce sens dominant, qu'on va appeler le sens dominant, ça va être vraiment dépendant de chacun. Mais dans notre société, on est quand même dans un pays où on perçoit beaucoup l'information à travers le visuel. Là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter, mais vous êtes en train de me voir. Et vous êtes peut-être moins attentif quand vous regardez ou quand vous écoutez juste un podcast, ça ne fait pas la même chose. On est quand même dans une société où on apprend en lisant, on regarde beaucoup les écrans, on travaille sur ordinateur, on apprend à représenter les choses de manière schématique, on fait attention un peu à l'apparence qu'on peut avoir. Enfin bref, on est dans une société où le visuel a
une grande importance. D'ailleurs, on est dans une société où beaucoup de choses, on a besoin de les voir écrites noir sur blanc. On fait énormément de contrats, on écrit énormément des petites notes pour donner les informations aux gens. Bref, il faut vraiment avoir dans la tête que nous sommes dans une ère du visuel. On lit beaucoup, même pour avoir été dans d'autres pays, on a énormément de panneaux autoroutiers de différentes formes, hein, soit avec des informations vraiment écrites de manière littérale, soit avec des petits symboles. Et donc, on est quand même dans une société où on est une dominante visuelle. Et donc, forcément, cette domination du visuel, on va la retrouver aussi au niveau du domaine de perception des gens. Donc, la plupart des gens, a priori, seraient plutôt visuels dans leur capacité d'apprendre et d'appréhender le monde. Mais on a quand même une certaine partie de la population, ou alors des personnes, qui développent aussi énormément, voire même le font passer en priorité, le côté parfois auditif. Voilà, par exemple, moi je suis très auditive, c'est-à-dire que pour moi la parole donnée a une importance, je suis très sensible au son, au bruit, à la musique, je suis voilà, très sensible à ce genre de choses, à ce qu'on peut dire de moi ou dire des gens. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, moi je suis très auditive. Alors, effectivement, ça dépend aussi des moments et des situations. Il y a des moments où je le suis plus, des moments où je le suis moins. Mais par exemple, moi j'ai ça. Alors j'imagine que parmi vous, il y en a aussi qui sont très auditifs. Il y a aussi des gens qui sont, par exemple, très kinesthésiques, c'est-à-dire ils perçoivent le monde au travers de leurs sensations, au travers de leurs ressentis. Par exemple, si vous leur demandez de raconter une soirée, par exemple, voilà, je vais vous le demander à vous. Je vais vous demander vraiment de me raconter la dernière soirée à laquelle vous avez assisté. Alors ça peut être une soirée avec des amis, une soirée... peu importe quel type de soirée, pensez à la dernière soirée que vous avez passée. Prenez le temps vraiment de respirer, de fermer les yeux si vous avez besoin. Et pensez à cette dernière soirée. Et dites-moi ce qui vous vient en premier. Si c'est une information visuelle, par exemple le fait qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait une luminosité qui était importante ou basse, le fait qu'il y avait beaucoup de couleurs, le fait que vous étiez habillé de telle ou telle manière, ou que votre copain ou votre copine est habillé de telle ou telle manière, probablement que vous êtes visuel plus. En tout cas dans la capacité à restaurer et restituer des informations. Si vous me dites, ah là là, il y avait une musique, et moi je suis comme ça en général, il y avait beaucoup de bruit, et puis il y avait une musique par contre qui était super top, je ne l'avais jamais entendue, ça faisait poum 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 poum, si vous me racontez ça, probablement que vous avez une perception plutôt auditive des situations. Si vous me dites, oh là là, cette soirée, alors je sais plus s'il y avait du monde ou pas, mais en tout cas, oh là là, je me sentais bien, oh, j'avais un peu bu, j'étais un peu pompette, mais je me sentais vraiment bien, et j'étais à l'aise, et bon, bien sûr, j'avais ma veste qui me serrait un peu, mais bon, finalement, franchement, je me sentais bien, j'étais en confiance. Si vous avez ce genre de discours, probablement que vous êtes ce qu'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire vraiment centré sur vos ressentis. Et puis, vous êtes peut-être un olfactif. C'est beaucoup plus rare, mais on a des personnes comme ça qui se souviennent très très fortement de l'odeur des lieux. Ou alors qui vont vous dire, non, cette situation-là, je la sens pas. Je la sens pas. Il y a un truc vraiment... ou alors je sens que ça va marcher. Voilà. Il faut vraiment écouter la manière dont les gens vous racontent les choses. Gabriel, très plaisant et calme, l'ambiance m'a mis à l'aise, la luminosité était douce. Alors là, par exemple, Gabriel parle de luminosité, mais ce qu'il retient, c'est qu'elle était douce, ce qui est une appréciation kinesthésique. Sa luminosité était douce. Il n'a pas dit c'était fort ou c'était... non, c'était doux. C'est quelque chose de très kinesthésique. Et puis tout le reste, plaisant, calme, ambiance, être à l'aise, tout ça, c'est que du kinesthésique. Donc probablement, Gabriel, que tu es quelqu'un qui est très dans le ressenti de tes sensations et de tes émotions. Donc ça ne veut pas dire que tu sais quoi en faire, mais ça veut dire que probablement que tu perçois le monde au travers de ce filtre-là. Encore une fois, hein, avec la PNL, on n'est pas dans le champ du scientifique, on est vraiment dans les parasciences, c'est-à-dire dans des champs de théorie. Et voilà, on est vraiment dans le théorique et c'est une grille de lecture qu'on peut avoir sur le monde et le fonctionnement humain. C'est absolument pas avéré scientifiquement, mais c'est vraiment toujours intéressant. Donc, il y a des gens aussi qui sont gustatifs, c'est-à-dire comme l'olfactif, c'est beaucoup plus rare, mais ils vont sentir quoi. C'est un peu, voilà, c'était une situation, c'est quelqu'un, et voilà, ils vont vous parler souvent qu'il y a des situations ou des gens qui les dégoûtent,
ou que vraiment c'est appétissant. Voilà, ils vont vous dire une fille elle est appétissante. Bon, c'est une façon de le dire qui est bien évidemment très connotée, mais peut y avoir ce côté-là. Donc, en quoi c'est intéressant ce métaprogramme-là et de savoir déjà en premier lieu de quoi vous parlez en termes de sensorialité. Et bien, ça va vous montrer ce qui est important pour vous et quel est votre sens dominant. Encore une fois, j'ai déjà utilisé cet exemple-là dans un des lives précédents. Si vous êtes en discussion avec quelqu'un qui n'est absolument pas de votre sens dominant, peut-être que vous pouvez passer totalement à côté de l'information qu'il vous donne ou qu'il va peut-être passer totalement à côté de l'information que vous lui donnez. Le cas classique que j'ai déjà sorti ici, c'est un couple avec, par exemple, madame qui est auditive et monsieur qui est très visuel. Monsieur va donner des preuves d'amour à madame de manière très visuelle, par exemple des fleurs, par exemple, il va faire attention à comment il s'habille, il va lui dire que peut-être qu'elle est belle, bref, il va parler que de choses visuelles pour lui témoigner son amour, et elle, peut-être qu'elle attend juste d'entendre un « je t'aime » parce qu'elle est auditive, peut-être qu'elle sera très sensible au fait qu'il lui susurre à l'oreille, que s'il met un petit fond de musique, voilà, c'est peut-être important pour elle, peut-être que pour elle, elle a leur chanson, et que c'est très important, leur chanson, parce qu'elle se souvient exactement de la chanson sur laquelle ils ont dansé la première fois, alors que lui, peut-être qu'il se souvient de sa tenue ce soir-là. Enfin, vous voyez que finalement, on peut avoir des grilles de lecture totalement différentes du monde, selon si on est visuel, auditif, kinesthésique, ou olfactif. Encore une fois, olfactif et gustatif, c'est vraiment beaucoup plus rare. Ok, est-ce qu'il y en a déjà qui savent ou qui ont reconnu ce qu'ils étaient? Encore une fois, c'est un sens dominant, ça ne veut pas dire que vous n'utilisez que ce sens-là, mais ça veut dire que probablement c'est important pour vous et ça va se traduire dans ce que vous dites au quotidien. Par exemple, vous allez dire à quelqu'un, oui, mais t'as vu comment il m'a regardé, voilà, vous allez être dans l'interprétation de ce que vous allez voir, mais peut-être que vous n'allez pas du tout écouter ce qu'on vous dit, par exemple. Vous allez prioriser les informations en fonction de ce sens-là. Et donc votre cerveau va prioriser son mode de perception en fonction de ça. Ok, donc déjà c'est le premier métaprogramme que je voulais vous présenter parce que c'est un des plus intéressants et des plus importants. Et en thérapie, vu que je fais beaucoup d'hypnose, je l'utilise bien évidemment énormément parce que ça sert à rien de parler aux gens dans un sens qui ne leur parle pas. Vous voyez, moi je parle de parler aux gens dans le sens qui ne leur parle pas. Donc je suis encore dans un discours auditif. En visuel, ça sert à rien de leur montrer des choses qu'ils ne voient pas. Par exemple, je suis essentiellement visuelle comme la majorité, il me semble. Oui. Encore une fois, c'est en France. Par exemple, moi, je vis à moitié au Sénégal. Enfin, pas cette année, mais les 2 dernières années, je vivais à moitié au Sénégal. Et eux sont beaucoup plus auditifs. C'est-à-dire que pour eux, la parole a énormément de sens, beaucoup plus que les écrits. D'ailleurs, les contrats sont, je ne vais pas dire facultatifs, mais sont un peu plus rares. Il n'y a quasiment pas de panneaux. Voilà, en tout cas, ils ne restent pas, ils font pas trop attention aux panneaux, ils lisent pas forcément les notices, d'ailleurs des fois il n'y en a pas. Par contre, ils font très attention à ce qui est dit, ils donnent beaucoup de valeur à la parole donnée, la tradition et les rituels et les héritages familiaux se transmettent de manière orale, pas écrite. La généalogie, tout ça, il y a des griots qui parlent, qui racontent l'histoire de la famille. La musique a énormément d'importance dans la vie du quotidien. Voilà, donc c'est une culture, enfin je dis une culture, mais il y a plein de cultures, comme en France, pour le coup, mais où il y a beaucoup plus d'importance sur l'auditif que sur le visuel. Ouais, ça vous parle? Ok, je continue. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que selon les personnes que je vais avoir en face, encore une fois, je vais adapter par rapport à mes séances d'hypnose. Et puis parfois, il y a certains sens qui, quand ils sont uniques et quand ils sont hyper développés et quand les personnes ne sont même plus capables de finalement utiliser les autres sens, et bien du coup, ça peut poser énormément de problèmes. Par exemple, quelqu'un qui serait très kinesthésique, donc qui percevrait le monde au travers juste de ses sensations, ben, du coup,
selon son état émotionnel, ça pourrait venir brouiller sa perception du monde. Par exemple, s'il s'est mal levé le matin et qu'il n'est pas bien, eh bien, il est capable de pas du tout voir le monde de la même manière. Par contre, si quelqu'un est visuel mais qu'il n'est pas du tout dans le ressenti, il va peut-être passer à côté, il va peut-être être un grand visionnaire, mais peut-être qu'il va pas du tout être capable de parler de ses émotions parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il va regarder en premier. Je pense être visuel et un tout petit peu olfactif. Ah, intéressant. Les personnes olfactives, déjà, ne le savent pas forcément parce qu'il y a peu d'occasions dans notre société de vraiment l'explorer. Ça, parce qu'on a une petite problématique avec les odeurs en France. Voilà, où c'est assez décrié. Mais concrètement, effectivement, il y a des personnes qui sont olfactives. Par exemple, moi, je cuisine au nez. C'est-à-dire, je sais qu'un plat est bon en le sentant, en fait, principalement. Et je cuisine, je rajoute des épices selon ce que je sens de l'odeur. Donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu comme ça. Il y en a peut-être qui font ça au visuel, il y en a peut-être qui font ça alors à l'auditif, je sais pas. Cuisine à l'auditif. Si quand ça fristouille, tout ça, je sais pas. Dites-moi si vous cuisinez à l'auditif pour ceux qui sont un peu auditifs. Ok. Ensuite, on va avoir un métaprogramme qui est aussi très intéressant, qui s'appelle le tri primaire. C'est-à-dire ce à quoi vous êtes le plus intéressé dans l'environnement. Par exemple, si on reprend cette histoire de la soirée, est-ce que ce qui vous vient en premier quand vous parlez de la soirée, c'est les personnes? Ou est-ce que ça va être les objets? Ou est-ce que ça va être les informations? Par exemple, c'était tel jour, telle date, telle heure, on était chez telle personne, voilà, donc c'est vraiment le côté informatif. Ou est-ce que ça va être par exemple les lieux? Par exemple, moi je localise beaucoup les informations. Voilà, je sais par exemple, enfin, comme beaucoup de gens, hein, il y a des informations. Quand je pars de mon salon ou je vais dans ma chambre pour chercher quelque chose, souvent j'oublie une information en route. Bah, si je repasse par cet endroit, je retrouve ce que je voulais chercher dans ma chambre. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Moi, je le sais en fonction de chez qui je suis invitée. Ok. Je cuisine au feeling. Et ouais, le feeling, c'est du kinesthésique aussi. Ce qui résulte en une chose magnifique et un truc complètement dégueulasse. C'est 50-50. Et oui, parce que tu cuisines tes émotions, en fait. Tu cuisines en fonction de ton ressenti. Ok. Donc, ça, c'est intéressant de savoir, ok, qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans la vie? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les lieux? Est-ce que c'est les choses, les animaux? Voilà, c'est vraiment le tri primaire. C'est qu'est-ce que je retiens d'une information? Par exemple, il y a des personnes, quand vous regardez leurs photos de vacances, il n'y a que des gens. En fait, on voit même pas les paysages, on voit rien d'autre que des gens. En fait, ils auraient pu faire les photos chez eux. En fait, sur toutes les photos, il y a les mêmes personnes. Et puis d'autres personnes, quand on regarde leurs photos de vacances, il n'y a que des paysages. Et en fait, on ne sait même pas qui est venu en vacances avec eux parce qu'en fait, ils ont oublié de prendre en photo des gens. Et puis il y a des personnes qui vont prendre en photo que des objets ou des situations. Ou ils vont faire beaucoup de photos avec les panneaux, par exemple, pour dire par où ils sont passés. C'est le plus important. Donc vous voyez qu'on n'a pas tous la même appréciation non plus de ce qui est important, de ce qui a de l'importance par rapport à ça. Celui-là, à la rigueur, il est important, mais il est important surtout dans les pathologies. Parce qu'on a des pathologies où les personnes, par exemple, n'investissent pas du tout les gens. On a des tâches, alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé les tâches de Rorschach. Le test de Rorschach, en gros, c'est des espèces de feuilles avec des tâches dessus. Et en fait, un des critères pour connaître... il y en a qui ne prennent pas de photos. Ouais, il y en a qui ne prennent pas de photos aussi. Parce que probablement qu'ils ne sont pas visuels. Probablement. Pas tout le temps, mais probablement que ça passe par un autre sens. Peut-être du kinesthésique, Gabriel. Qui sait? Donc dans les tâches de Rorschach, un des critères qui permet d'analyser ce test, c'est de savoir effectivement qu'est-ce que les gens projettent sur ces tests. Est-ce que les gens, ce sont des tâches, hein, dans tous les cas, ils ne représentent rien, ce sont des tâches, mais est-ce que les gens y voient des gens, ou est-ce que les gens y voient des objets, est-ce que les gens y voient des choses conceptuelles, voilà. Ça fait partie des critères. Et donc, parfois, les gens qui ne voient que des objets, en fait, c'est le signe, par exemple, d'une pathologie. Ça peut être le signe d'une psychose, par exemple.
Voilà, je vous la fais vraiment rapide, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Mais ça peut être intéressant de voir vraiment si les gens investissent l'humain, s'ils ne l'investissent pas, s'ils investissent les différents lieux. Ensuite, si par exemple, vous regardez un tableau. Par exemple, là, je ne sais pas si vous regardez dans votre écran, vous voyez je suis chez moi. Il y a un peu de bazar, tout ça, mais bon, peu importe. Je suis chez moi. Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce que vous percevez les choses de manière vraiment globale? C'est-à-dire, voilà, c'est la psy, elle est chez elle. Voilà, c'est vraiment très global. Ou est-ce que votre œil est attiré par un détail? Est-ce que d'entrée de jeu, au moment où j'ai commencé à diffuser, vous avez figé sur, je sais pas, l'étagère qui est à côté, ou c'est quoi ça? C'est un carton de ma télé. Bah, comme quoi, je suis vraiment chez moi. Voilà, est-ce que vous avez tiqué sur un de mes cheveux qui part en live, ou est-ce que vous avez vraiment eu une appréciation globale du truc, vous n'avez pas trop regardé le détail? Vraiment, ça c'est important, parce que ça va notamment avoir une importance, par exemple, sur des problématiques comme la procrastination. Je pense que ça sera d'ailleurs mon thème de mercredi prochain. Je ne sais pas si ça vous tente, la procrastination pour mercredi prochain. Mais, donc Gabriel, toi, ton œil est attiré par le carton de télé. Ouais, ok, donc plutôt spécifique. On appelle ça spécifique, c'est-à-dire vraiment, cherche le détail. En gros, ça fait partie des personnes, donc les spécifiques, c'est ceux qui, s'il y a un très grand tableau, il va y avoir une tâche à un endroit, une toute petite tâche, rien du tout, ils vont la voir. Ils sont chez eux, s'il y a un truc qui traîne, ça peut prendre une importance de fou. Voilà, ils vont, par exemple, quand ils vont vous parler d'une situation, ils vont, oui, pas mal sur l'étagère. Ah oui. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose sur mon étagère parce que c'est vraiment une pièce que j'ai aménagée pour le télétravail, donc vous n'aurez pas trop d'infos si c'est des livres pour enfants qui sont dans l'étagère. Donc, les personnes qui sont hyper spécifiques, ils vont vous décrire une scène avec tous les détails. Alors, c'est vraiment des pipelettes, quoi. Ils vont vous raconter que un jour, ils avaient 8 ans et ils étaient à la campagne, mais il y avait une maison, et puis il y avait 2 chiens, pas un, mais 2, dont un qui était gris, avec des moustaches un peu longues, et puis et ils vous parlent, et en fait, vous attendez qu'ils arrivent à ce qu'ils veulent vraiment vous dire, parce qu'en fait, ils peuvent se noyer dans les détails. J'ai une vision générale, alors on n'appelle pas ça générale, mais globale en PNL. Si tu veux employer le mot PNL, ça fait classe. C'est global spécifique. Et par moment, je scrute les détails. Oui, alors de toute façon, encore une fois, on est tous capables de tout faire, mais c'est vraiment sur une appréciation en premier, quoi. Les personnes qui procrastinent, souvent, alors ça dépend. On a une procrastination globale et une procrastination de spécifique. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous mettre au travail, c'est peut-être parce que vous n'avez pas une appréciation globale des choses et du coup vous passez un temps fou sur les petits détails, sur le mot, sur chaque phrase, sur chaque notion, sur le fait de faire des tris avec des couleurs, voilà, et d'écrire et de faire un petit dessin à côté, machin, et vous passez un temps fou en fait sur des détails. Et peut-être aussi que vous n'arrivez pas à vous mettre au travail parce que vous voyez la somme de travail qu'il y a à faire devant vous. Et c'est un peu comme la montagne, quoi. À un moment donné, c'est impossible d'avancer parce que tant qu'on regarde le truc énorme et global, en fait, on ne peut pas avancer. Donc, demandez-vous, est-ce que je suis globale ou est-ce que je suis spécifique? Parfois, les personnes globales sont un peu floues. C'est-à-dire que quand elles vous donnent une explication, bah, à la fin, vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Elles peuvent employer des termes un peu flous, des mots un peu valises. Vous voyez, ils vont vous parler de trucs, de machins, de bidules, de choses. Moi, parfois, ça m'arrive d'être comme ça. Ils vont pas être très précis. Par contre, les spécifiques, eux, ils vont être vraiment très précis. Ils vont peut-être se noyer quand même, hein, comme les globaux, mais ils vont se noyer dans du détail, dans des petites choses. C'est tellement moi, le moindre truc qui n'est pas à sa place me fait péter un câble. Ah ben voilà, nous avons quelqu'un qui est plutôt spécifique dans notre groupe, dans notre jolie discussion.
Ok. Donc encore une fois, vous êtes capable d'être tout, hein. Vous êtes en même temps capable d'être global, spécifique. C'est vraiment en termes de sens ou de modalité dominante, en fait, par rapport à ce métaprogramme. Ok, on continue, ça vous va? Pour l'instant, ça vous intéresse de savoir un peu, de découvrir un peu ce que vous êtes ou ce que vous faites? Encore une fois, pour le métaprogramme global spécifique, on va retrouver beaucoup les problématiques de procrastination, les problématiques d'anxiété, parfois, les burn-out aussi, parfois. Voilà, les dépressions aussi, pas mal dans le global. Pas toujours, mais parfois. Ok, après, quand je vous ai dit tout à l'heure, ce à quoi on va s'intéresser, est-ce qu'on s'intéresse aux choses, aux personnes, machin, il y a un autre sens qui ressemble un petit peu à ça, un autre métaprogramme, ça s'appelle le tri. Alors là, c'est plus le tri primaire, mais c'est le tri. Vers quoi va mon attention? Est-ce que je suis en tri sur moi? C'est-à-dire que je m'intéresse à moi, je m'interroge sur ce que moi je veux, sur ce que moi je pense. C'est les personnes en moi-je, clairement. Sur ce que moi je pense, sur ce que moi je dis, voilà, je ne vais pas forcément demander l'avis aux autres, voilà, je vais m'intéresser vraiment beaucoup à moi. Et puis, ou alors est-ce que je suis en tri sur l'autre? C'est-à-dire que je vais m'intéresser beaucoup aux autres. Je vais être ouverte, je vais être vraiment ouverte vers l'extérieur, quitte à m'oublier moi, hein, parce que c'est pas ça le plus important, ça va être l'autre. Voilà, je vais demander aux autres comment ils vont. Je vais leur demander ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. Voilà. Donc, en thérapie, par exemple, c'est important d'être en tri sur l'autre. C'est-à-dire qu'en thérapie, quand quelqu'un vient, la personne la plus importante pour moi à ce moment-là, c'est l'autre. À ce moment-là, si j'ai des problématiques personnelles, bah, ça n'a vraiment aucun intérêt pour moi dans ce moment-là parce que je m'intéresse à l'autre et je vais aller m'intéresser vraiment à ce qui se passe chez l'autre. On retrouve la notion d'empathie qu'on a vu hier dans le tri sur l'autre. Voilà, donc il y a vraiment c'est mon attention est portée à l'extérieur de moi, portée sur l'autre, sur la situation, mais elle est pas sur moi. Vous verrez qu'il y a un autre métaprogramme qui est le métaprogramme par rapport à la décision, ce qu'on appelle la référence, et c'est un peu différent, mais je vous ferai la différence à ce moment-là. Ok. Ensuite, il y a un autre métaprogramme, et là on rentre plus dans les métaprogrammes de l'organisation et de l'évaluation des informations, c'est associer ou dissocier. Alors, par rapport à associer ou dissocier, on est sur une notion corporelle. Est-ce que vous êtes vous, ou est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est proche de ses émotions et de ses ressentis? Ou est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est totalement dissocié de ses émotions et de ses ressentis? Parfois, on peut avoir des personnes qui, du coup, ne ressentent rien. Ou alors des personnes hypersensibles. On est vraiment sur la notion de sensibilité dans ce métaprogramme-là. La plupart du temps, les gens qui sont kinesthésiques sont plutôt des personnes associées. Ça semble assez logique, puisque vu que le kinesthésique, c'est s'intéresser à ses émotions et ses ressentis, bah, du coup, on imagine bien que ces personnes sont plutôt associées la plupart du temps, parce que sinon, elles n'ont pas accès à l'information sur le monde. Et d'ailleurs, dans les problématiques où des personnes kinesthésiques se retrouveraient à se dissocier pour des raisons, je sais pas, un mécanisme de défense pour pas souffrir et choses comme ça, mais du coup, en général, ils se déconnectent aussi de la réalité parce que c'était leur mode d'appréciation de la réalité. Je sais pas si c'est très clair là. Dites-moi si je suis allée un petit peu vite sur ce point-là. Dites-moi, j'attends. Encore une fois, je pense qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et les commentaires que je peux lire. Mais vous voyez que finalement, associer, dissocier... Ah, il y en a qui me font des pouces, donc c'est bon. Je pense que l'info est passée. Donc, associer, dissocier, c'est vraiment le rapport à ses émotions et à ses ressentis. Très clair. Ah, super, cool. Donc, demandez-vous si vous êtes plutôt quelqu'un d'associé, donc quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, ou qui en tout cas en ressent, ou si vous êtes quelqu'un de dissocié, c'est-à-dire que les choses se passent vraiment à un niveau beaucoup mental, vous êtes beaucoup dans vos pensées, mais pas trop forcément dans votre ressenti. Et voilà, de manière à pouvoir voir un peu et vous connaître un petit peu mieux, ça c'est un aspect assez intéressant. Souvent, alors j'essaie de faire toujours le rapport avec les patients que je peux recevoir et les pathologies.
Souvent, les personnes anxieuses, par exemple les gens qui font des crises d'angoisse, des choses comme ça, qui sont anxieuses dans leur vie, sont des personnes généralement, je dis bien généralement, associées. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup dans leur ressenti corporel, ça leur crée des crises d'angoisse d'ailleurs, parce qu'elles ressentent des choses dans leur corps qu'elles ne... Enfin voilà, elles sont oppressées, elles sont stressées, voilà. Et ça, c'est de l'association, c'est un signe de quelqu'un d'associé. Et en général, d'ailleurs, tout le travail va être leur apprendre parfois à se dissocier, c'est-à-dire à se concentrer sur ce qui est à l'extérieur d'elle ou sur quelque chose de plutôt mentalisé. Donc la rationalisation sert à se dissocier. Mais si on est très dans nos pensées, mais aussi beaucoup dans le ressenti. Alors, ça dépend de la nature des pensées. Quand je parle des pensées, alors il y a des pensées qui sont froides et des pensées chaudes. Alors ça c'est moi qui le dis comme ça, c'est pas homologué du tout comme façon de penser. C'est vraiment le fait de se dire, est-ce que quand tu penses, Gabriel, puisque j'imagine que si tu poses cette question, c'est peut-être par rapport à toi, est-ce que quand tu penses à des choses, ça te fait ressentir des émotions? Dans ce cas-là, ce sont des pensées associées, et donc tu les penses pour ressentir, probablement. Ou est-ce que c'est une pensée vraiment très mentale, c'est-à-dire par exemple que tu penses à quelque chose qui n'évoque absolument rien, tu es dans la planification, ou tu penses à, tu es en train de calculer, de faire des calculs. Les gens très stratèges sont pas forcément des gens très associés. Par exemple, ils sont très dans le mental, ils sont en train de calculer ce qui va se passer, si, nanana. Vous voyez, mais c'est pas forcément dans un côté très émotionnel. Je sais pas si c'est très clair. Mais il y a des moments dans la journée où vous êtes plus associés, des moments plus dissociés. Par exemple, peut-être que si vous avez l'habitude de prendre votre douche tout le temps et c'est devenu un peu mécanique, peut-être que vous n'êtes pas forcément associé au moment où vous le faites, par exemple. Mais si vous le faites en pleine conscience, du coup, la pleine conscience est une technique pour s'associer. C'est-à-dire pour ressentir vraiment la sensation de chaque goutte d'eau sur le corps, savoir de ressentir les parties qui sont mouillées, des parties qui sont sèches. Vraiment voilà, la pleine conscience est vraiment une technique qui peut aider à s'associer, justement. Quand je pense à quelque chose, ça me fait ressentir une émotion assez forte. Alors j'imagine que ça dépend de ce à quoi tu penses, mais dans ce cas-là, alors on est vraiment sur, encore une fois, quelque chose d'associé. On n'est pas sur du dissocié, on est sur de l'associé. Quelqu'un qui serait dissocié, il peut penser à ce qu'il veut, il ressentira pas, ou il ressentira peu. Les gens, par exemple, associés ou dissociés, c'est intéressant. C'est par exemple quelqu'un qui vient et qui me parle du fait que son chien vient de mourir. Et bien, s'il est associé, peut-être qu'il va pleurer, ou en tout cas, il va y avoir de l'émotion. S'il est dissocié, peut-être qu'il n'y aura aucune information, aucune émotion, ça se connectera à rien. Vous voyez? On peut passer d'associé à dissocié et vice-versa par décision. Alors par décision, est-ce qu'on peut le faire par décision? Décider, dire allez hop, je m'associe, allez hop, je me dissocie. On peut entamer une démarche d'association et une démarche de dissociation. C'est-à-dire que tu peux, vu que c'est en lien avec est-ce que je laisse de la place ou pas à mes émotions, et ben en fait tu peux te dissocier. Et là, il y a beaucoup de gens qui font ça en pensant à autre chose. Par exemple, si là je sais pas, je suis angoissée, je sais pas, je pense à un truc qui me fait beaucoup de mal, ou alors peu importe, j'ai une sensation dans mon corps qui prend vraiment trop de place, hop, j'essaye de penser à autre chose et là je me dissocie. Mais après, là on parle vraiment d'association ou de dissociation comme mécanisme de base, mais il y a des moments où vous êtes associé, des moments où vous êtes dissocié. Est-ce que c'est clair? Vraiment le côté dominant, la modalité dominante et la modalité pas dominante, désolée, je ne me souviens plus de l'inverse, donc vous me direz. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à voir associé, dissocié. Généralement, les anxieux sont associés, les dépressifs peuvent être très associés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, on ne peut pas être associé à tout et on ne peut pas être dissocié de tout. C'est-à-dire que par exemple, si je suis associée, je sais pas, si par exemple je suis en train de me visualiser sur la plage, je vais peut-être me dissocier de la personne que je suis ici, peut-être même que je vais commencer à avoir chaud, si j'imagine que sur la plage il fait très chaud alors qu'ici il fait froid, mais je suis associée là-bas.
Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder un film en plein été, mais c'est un film où il fait froid, par exemple L'Âge de glace, ou moi j'avais vu une fois le jour d'après, qui est sur le retour de la période glaciaire à New York, par exemple. Je le regardais en plein mois de juillet, donc il faisait chaud. En plus, on était en pleine canicule, c'était une horreur cette année-là. Et pour le coup, ça parlait vraiment de la période glaciaire. Donc pendant 2 heures, le thème du film, c'était qu'il faisait froid. Et bien, j'avais froid, donc j'étais plus associée à la personne qui était au mois de juillet, mais j'étais associée à l'ambiance du film, comme si j'y étais. Donc ça a modifié mes perceptions et mon ressenti subjectif de la situation. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé des choses comme ça. Si par exemple mon fils tombe et se fait mal, moi j'ai pas mal, je suis pas tombée. Mais peut-être qu'à ce moment-là, hop, je vais commencer à avoir mal, les neurones miroirs et l'empathie d'hier et la compassion notamment. Je vais être associée à mon fils et à sa douleur et à la sensation de douleur et non plus à moi ce que je ressens à ce moment-là. Donc associer, dissocier. Est-ce que vous vivez la scène comme si vous y étiez ou est-ce que vous les voyez avec de la distance? Ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'on peut être associé, dissocié de ses émotions, mais on peut être associé ou dissocié de soi-même. Ceux qui disent par exemple qu'ils ont l'impression de passer à côté de leur vie ou qu'ils sont à côté de leur pompe ou ils ont un sentiment de flotter à côté de leur corps ou au-dessus de leur corps ou je sais pas trop quoi, généralement c'est qu'ils sont dissociés. Et donc, une des stratégies possibles en cabinet, ça va être de les réassocier, qui reprennent le contrôle de leur vie, leur place dans leur vie, qui puissent ressentir les choses ou alors assumer totalement d'être à côté. Il y a des moments où c'est intéressant de se mettre à côté, quoi. Pour gérer une douleur, par exemple, quand on travaille en anesthésie, on va plutôt en hypno-anesthésie, une hypno-analgésie. Donc c'est l'utilisation de l'hypnose pour oublier la douleur ou pour endormir quelqu'un, c'est de plus en plus utilisé. On va souvent utiliser un mécanisme dissociatif, c'est-à-dire par exemple justement on va envoyer l'esprit de la personne dans une représentation d'une plage, des vacances, d'un lieu ressource, peu importe, ça c'est des mécanismes dissociatifs. Ok, on avance un petit peu? Ça vous va? Donc, un dont je vous ai beaucoup parlé, c'est le métaprogramme positif-négatif. Alors, celui-là, il me semble vraiment primordial et il est quasiment toujours engagé dans les séances et les suivis que je peux réaliser parce que parfois, le fait d'être trop négatif, en fait, ça va engager le fait de voir la vie en noir, le fait de pouvoir pas trouver de ressources, de se sentir énormément seul, bref, de grossir. Encore une fois, hein, c'est la tâche sur le tableau, quelqu'un de négatif. La tâche, c'est comme si ça venait gâter tout le tableau, quoi. Ça peut prendre une importance énorme. Donc, négatif ou positif, je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, c'est pas négatif ou positif en soi. C'est-à-dire que c'est pas bien d'être positif, c'est pas bien d'être négatif, ni mal d'être négatif. Ce sont juste des modalités et l'essentiel, ça serait d'avoir un petit peu des deux, en fait, d'avoir la capacité à être en même temps négatif, en même temps positif. En tout cas, de pouvoir switcher de l'une à l'autre des modalités pour pouvoir percevoir la situation avec un autre regard. D'ailleurs, c'est ce qu'on... Enfin, je parlais avec une patiente cet après-midi, je ne sais pas si elle regarde, mais en tout cas, qui pour le coup, elle ne se rendait pas compte, mais elle formulait toutes ses phrases à la négative. C'est-à-dire, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Et elle me répond, moi, ce que je veux, c'est ne plus me sentir comme ça, ne plus être malheureuse. Je fais, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en fait, elle était en train de me dire ce qu'elle ne voulait plus, donc à mettre le focus sur ce qu'elle ne voulait plus, à donner de l'importance à la tâche sur le tableau, et par contre elle était incapable de me montrer en fait ce qu'elle voulait. Elle s'était peut-être même pas encore posé la question, elle centrait trop sur ce qui l'embêtait. Donc être négatif, être trop négatif à l'extrême, en fait ça va engager ça va engager une vision négative de la situation. Mais par contre, l'intérêt d'être négatif, c'est la capacité à voir ce qui ne va pas. Parce que parfois, dans la situation, il y a des choses qui ne vont pas. Donc l'intérêt, ça pourrait être justement
de regarder une situation et puis de pouvoir voir parfois ce qui ne va pas ou ce qui empêche ou de manière à pouvoir dépasser cette difficulté, cet obstacle et continuer à avancer, par exemple. Donc, le fait d'être positif, ça va être des personnes, justement, les personnes qui ont ça en premier. En général, c'est des gens qui sont plutôt bien perçus dans la société, tant que c'est pas extrême. C'est-à-dire que c'est des personnes, on va dire, oh là là, c'est des bons vivants, ils sont agréables, ils sont toujours de bonne humeur, ouais, ils sont toujours optimistes pour l'avenir. Donc, tant que c'est comme ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, ces personnes-là, en général, je ne les vois pas trop en cabinet. Mais là où ça peut être négatif d'être positif, d'être trop positif, c'est quand par exemple justement ça n'amène pas à voir ce qui ne va pas. Par exemple, dans les cas de burn-out, quand c'est lié au travail par exemple, c'est généralement des personnes plutôt... Alors, il y a les deux, hein, il y a les négatifs, il y a les positifs. En tout cas, quand il s'agit de personnes positives, c'est des gens qui sont capables de dire « Non, mais là c'est difficile, ok, mais ça va aller. » Ça va changer, de toute façon on a toutes les ressources, on peut y arriver, j'ai la capacité d'eux, et donc en fait ils sont tellement hyper optimistes par rapport à l'atteinte de leurs objectifs que parfois ils n'ont même plus la capacité à être objectifs sur le fait que peut-être que la situation ne s'y prête pas, peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être qu'il y a des freins, peut-être qu'ils n'ont pas les capacités, peut-être que, vous voyez. Donc encore une fois, être positif ou négatif, dans d'autres nomenclatures, on dit plutôt optimiste et pessimiste, c'est la même chose. C'est pas positif ou négatif en soi. Le but, c'est pas d'être ni de vivre dans le monde merveilleux des bisounours, ni de voir la vie en noir. En général, pour savoir si vous êtes positif ou négatif, généralement, c'est les gens qui vous le disent. Et puis, il suffit de vous demander, vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre objectif dans la vie? Et en général, selon la réponse, on va voir ceux qui sont plutôt dans un objectif qui est formulé positivement et ceux qui vont être dans un objectif formulé négativement. Alors ça ne veut rien dire dans l'absolu, il faudrait vraiment écouter toute une discussion ou voir vraiment comment les personnes formulent, mais toutes les personnes qui formulent en ne pas, ou les personnes qui, même s'ils ne formulent pas en ne pas, en fait ce dont ils parlent, c'est quelque chose de négatif. Par exemple, quelqu'un qui me dit je suis malade, malade étant quelque chose à valence généralement négative, même si c'est pas formulé de manière négative, en fait il me parle de quelque chose qui a une valence négative. Donc ça plus d'autres critères pourraient penser que ce sont des personnes négatives. Encore une fois, c'est pas bien ou mal en soi, hein, c'est vraiment l'ensemble d'un tableau clinique ou par rapport à certaines pathologies que ça pose problème. Par exemple, les anxieux sont plutôt des personnes, donc j'ai dit associées tout à l'heure, et négatifs. C'est-à-dire par exemple, ils vont ressentir des sensations dans leur corps et ils vont les interpréter négativement. Par exemple, ils sentent leur cœur battre et ils vont imaginer que c'est quelque chose de dangereux qui se passe pour eux ou de grave, ou voilà, par exemple. Ou alors ils vont imaginer l'avenir et ils vont voir du négatif dans l'avenir, par exemple. Les dépressifs sont généralement des gens pas très positifs aussi, des gens plutôt négatifs. Ok, pour l'instant ça vous parle, vous êtes positif, négatif? Alors encore une fois, les métaprogrammes, ce sont des choses qui vont dénoter de votre personnalité et c'est des choses qui sont variables dans le temps. Ça dépend des périodes. Il y a peut-être des périodes où vous êtes positif, des périodes où vous êtes négatif. Moi, par exemple, à la base, je suis quelqu'un qui est très, très, très négatif. D'ailleurs, avant, je vous l'aurais formulé en mode « je suis quelqu'un de pas positif ». Donc en négatif, je vous l'aurais formulé. J'ai appris, à force de travailler sur moi, à formuler les choses de manière positive. Et maintenant, du coup, je vois du positif partout et surtout dans mon travail. C'est intéressant pour moi parce que je vois les difficultés des personnes en face, mais je vois aussi surtout leur potentiel et leur capacité pour aller dépasser ces difficultés. Donc le côté positif chez moi permet justement d'envisager des stratégies pour accompagner les gens. Donc c'est utile dans mon travail. Imaginez par exemple une infirmière qui serait négative. Une infirmière négative, du coup, pour ses patients, peut-être que ça poserait un problème pour pouvoir justement accompagner l'autre, lui donner de l'espoir. Voilà,
Et en même temps, si elle était trop positive, peut-être qu'elle passerait à côté de signaux de choses qui vont pas bien. Salut Chloé! Donc, je vois qu'il y en a certains qui sont positifs, il y en a peut-être d'autres qui sont un peu plus négatifs. Encore une fois, c'est pas bien ou mal dans l'absolu, c'est juste, ce sont juste des modalités et c'est intéressant d'en être conscient parce que parfois, si vous êtes dans un mode un peu en mode déprime ou chose comme ça, qui peut arriver notamment en ce moment avec le confinement, eh bien peut-être que ça vous aiderait ou peut-être que ça vous ferait du bien de reformuler, d'entraîner votre cerveau et d'accompagner votre cerveau pour le formuler en positif. En général, ça va être des formulations en ne pas et du coup dire ok, je veux pas ça, ok, mais qu'est-ce que je veux quoi. Ok, on continue. Par rapport aux définitions d'objectifs aussi en séance ou même pour vous, dès que vous formulez un objectif, si vous le formulez en négatif, dites-vous que c'est un peu comme quand vous avez appris à conduire pour ceux qui ont passé le permis. Votre moniteur vous a probablement dit de ne pas focaliser votre attention sur le ravin que vous vouliez éviter, mais de focaliser votre attention sur là où vous vouliez aller. Parce que votre cerveau a besoin de savoir là où il va et non pas ce qu'il veut éviter pour éviter de tourner le volant. Enfin bref. Ça, c'est quelque chose pour les gens qui ont appris à conduire. J'imagine que ça vous parlera. Mais c'est un peu ça, en fait, par rapport au négatif positif. Ok. Donc ça, j'en ai parlé. Le côté, est-ce que vous vous centrez sur ce qui est différent ou sur ce qui est semblable entre des éléments? Par exemple, est-ce que vous êtes du genre à voir, si vous voyez toute une série d'objets pareils, vous allez voir, ah, celui qui n'est pas pareil, celui qui a un défaut, celui qui n'est pas aligné vraiment, est-ce que vous allez focaliser là-dessus ou est-ce que vous allez vous dire, bah ouais, ils sont tous pareils, vous voyez? Donc ça c'est intéressant, notamment dans ces périodes de confinement ou dans des problématiques de groupe, parce qu'il y a des personnes qui du coup ont tendance à se ressentir au quotidien comme étant très différents. Ben moi j'ai toujours été différent, de toute façon c'est les autres, ils sont pas pareils. Et du coup le fait de se sentir différent et de percevoir de la différence en priorité par rapport aux ressemblances, en sachant que de toute façon on est tous différents et on est tous pareils, hein, ça dépend de quels critères on parle. Moi je dis souvent à mes patients d'ailleurs, vous êtes uniques comme tout le monde. Donc ça dépend comment ils sont configurés. Mais en tout cas, le fait de savoir si vous êtes plutôt à remarquer les différences ou les ressemblances, ça va vous permettre parfois de comprendre pourquoi, par exemple, vous arrivez à vous associer dans un groupe, à ressentir la notion de groupe ou pas. Ça va vraiment parler de la notion d'intégration. Par exemple, je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait un service civique. Ce métaprogramme-là, il joue énormément dans la notion d'intégration, dans la notion de ressentir la cohésion de groupe. Parce que si on est dans un groupe où tout le monde se sent différent et où personne n'arrive à voir les ressemblances entre les gens, ben la cohésion de groupe aura beaucoup plus de mal à prendre. Alors que probablement qu'il y a quand même beaucoup de critères qui sont similaires, notamment le fait d'être service civique et d'être embauché en même temps, sur le même lieu. Enfin, vous avez quand même plein de critères en commun. Mais si vous ne voyez que vos différences, et ben en fait, ça va peut-être mettre en place de l'agressivité, de la guerre de territoire, le fait de vouloir ressortir du lot, le fait de vraiment ressentir qu'on est différent, quoi, si c'est votre modalité principale. Il y a énormément de leaders qui sont là-dedans, qui sont dans la notion de différence. C'est-à-dire qu'ils sont différents, ils se sentent différents et ils vont du coup prendre le lead dans un groupe parce qu'ils se sentent différents. Et c'est peut-être des personnes d'ailleurs qui vont avoir du mal à être au même niveau que tout le monde. Donc soit ils sont leaders du groupe, soit ils sortent du groupe. Alors je vous fais des grandes catégories, c'est pas tout le temps le cas, mais peut y avoir ça. Je suis en service civique et je ressens vraiment ça. Et oui, dans les dynamiques de groupe, peut y avoir ça. Après, encore une fois, il y a autant de ressemblances que de différences entre deux personnes, hein. C'est vraiment une façon de percevoir les choses. C'est vraiment une façon vraiment de percevoir les choses. Chez les personnes qui se sentent j'essaye de penser à des patients qui vraiment ressentent cette notion de différence. On va avoir par exemple les gens qui sentent qu'ils ont un fonctionnement psychique différent, notamment quand ils se posent des questions sur est-ce qu'ils sont au potentiel, donc surdoués, zèbres, appelez ça comme vous voulez, ou pas. Et très souvent, on voit qu'en fait, à la base,
la sensation, c'est d'être différent. Alors, ils ne sont pas forcément au potentiel, mais il peut y avoir ce métaprogramme différence qui vient biaiser un peu, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à percevoir les ressemblances qu'ils peuvent avoir avec le commun des mortels, avec les autres gens. Ils se sentent que différents, ils n'arrivent pas forcément à s'intégrer, ils ont l'impression qu'il y a des valeurs différentes, des fonctionnements différents, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe chez l'autre, des problèmes d'empathie très souvent. Alors que quand on se sent ressemblant par rapport aux autres, et ben en fait c'est beaucoup plus facile de rentrer dans de l'empathie parce que on ne va pas forcément être en lutte contre l'autre, on va être vraiment dans l'accueil puisqu'il est comme nous. En fait, il y a de la confiance qui se met beaucoup plus facilement aussi. Ça vous parle tout ça? Ressemblance, différence? Donc Mélanie, tu parlais toi des services civiques. Moi, j'ai fait un service civique il y a 12 ans maintenant, et clairement, ces métaprogrammes-là étaient vraiment beaucoup à l'œuvre. Il y avait ceux qui étaient en mode « Allez, on est tous ensemble, on est tous pareils, allez, la solidarité, machin ». Et puis il y avait ceux qui disaient « Oui, mais moi, j'ai besoin moi, je suis différent, moi, je ne peux pas, moi, je ». Ou alors qui avaient besoin de se démarquer, de se faire remarquer parce qu'ils ils en avaient besoin, qu'ils avaient besoin de sentir qu'ils n'étaient pas absorbés et qu'ils ne disparaissaient pas dans un groupe. C'était très important pour eux. Encore une fois, c'est pas forcément positif ou négatif. Il y a besoin aussi parfois de savoir faire la différence entre les choses et parfois de savoir retrouver les ressemblances entre les choses. Ça va être les personnes, par exemple, ils vont avoir du mal à apprendre ou à intégrer un apprentissage parce qu'ils vont toujours voir le cas particulier. Si on sort de l'intégration du groupe. Par exemple, ils vont être en cours et le prof va leur dire, ben voilà, il s'agit de ça. Ben, peut-être même moi, là, je suis en train de vous parler, je vous dis des généralités, des globalisations parce que concrètement, c'est pour le propos et à chaque fois, je vous dis que ça peut dépendre des gens et tout ça, j'essaie de mettre des nuances. Mais il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en mode, oui, mais là, c'est pas vrai, si. Et donc, vous me trouvez peut-être les contre-exemples ou les fois où c'est différent. Et puis il y en a peut-être qui, au contraire, quoi que je décrive, et ben en fait ils vont dire ah oui ça ressemble à un tel, ça ressemble à un tel, ça ressemble à une autre que je peux ah oui ça me ressemble à moi. Et donc selon votre métaprogramme par rapport à ça, similitude ou différence, selon celui que vous avez en prédominant, et ben vous allez avoir un type de réaction. Donc soit chercher ce qui est pareil, soit chercher ce qui est différent. Vous voyez, ça s'exprime aussi comme ça. Ok, on a parlé d'associés et dissociés. Il y a aussi les associés et dissociés au temps. Alors, associés au temps, ça va être les personnes qui vraiment sont toujours à l'heure. Ils savent toujours à peu près quelle heure il est, quel jour on est, quelle saison. Ils sont très associés à la notion de temps. Le temps est très important pour eux et ils l'incarnent vraiment. Ils sont très... Enfin, ils ont une horloge dans la tête, quoi. C'est assez simple pour eux, ils sont réglés sur le même fuseau horaire. Et puis les gens qui sont dissociés du temps, ça va être les gens qui vont être toujours en avance ou en retard, ou qui vont jamais savoir quel jour on est, ou peu importe en tout cas, qui vont tout le temps déborder au niveau timing. Voilà, ils vont avoir un temps élastique. Vous voyez, ça, c'est les gens associés ou dissociés au temps. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont toujours en retard? Alors je parle pas des gens qui sont en retard pour le live, hein. Je parle pas de ça, mais en retard au cours, en retard avec leurs potes, voilà. Encore une fois, ça sert à voir quelles sont les valeurs. Est-ce que le temps c'est quelque chose d'important pour vous ou pas, en fait. Dans les gens associés au temps, on va avoir aussi les gens pour qui leur âge est très important. Par exemple, ils vont vous dire, bah moi, j'ai un patient, par exemple, il a 67 ans. Et pour lui, la notion de si quelqu'un est plus âgé ou plus jeune que lui, ça va être très important pour savoir comment se positionner. Parce que l'âge est important pour lui. Et d'ailleurs, il m'a fait remarquer quand c'était son anniversaire. Enfin bref, c'était un truc très important. Pour ma part, c'est l'inverse. Je suis toujours en avance. Ok. Donc maintenant, peut-être que tu es... Alors ça dépend comment tu l'exprimes, mais associé ou dissocié en temps. Le retard m'est familier, c'est sûr. Ah, ok. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On parle des modalités de configuration de votre pensée.
Les gens associés au temps, ça va être aussi les gens qui vont être capables de vous rappeler que les événements passés, en fait. Ils savent exactement qu'est-ce qui s'est passé, quand, à quelle heure, voilà. Et les gens dissociés du temps, ils vont être très flous. Oui, c'était autrefois, ou voilà, c'était il y a longtemps. Ils sont vraiment globaux en termes de temps. Ok, en parlant du temps justement, il y a, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très associé au présent? C'est-à-dire vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous ne pensez qu'au présent, vous ressentez les choses, vous vivez les choses, peu importe demain, peu importe hier, c'est aujourd'hui qui est important. Vous faites de la pleine conscience, de la méditation, du yoga, vous vivez au jour le jour. Voilà, est-ce que vous êtes comme ça? Ou est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui vivaient dans le passé? C'est-à-dire que vous allez dire, ah là là, c'était mieux avant, puis quand j'étais jeune. Bon, vous êtes un peu jeune hein, quand même hein, pour avoir ce genre de discours, mais des fois ça peut arriver. Vous gardez énormément de liens avec vos amis d'enfance, vous avez gardé votre doudou. Voilà. Est-ce que vous êtes ce genre-là, ou est-ce que vous êtes des gens qui êtes projetés dans le futur? Par exemple, vous êtes en train de faire des plans sur votre carrière, ben voilà, dans 5 ans je serai là, puis dans 10 ans je serai là, et puis vous préparez déjà votre retraite pour après. Voilà, voilà. Je suis beaucoup dans l'anticipation du futur. Alors justement, Mélanie, il y a des associations de métaprogrammes qui vont bien ensemble. Par exemple, je vous ai déjà parlé des anxieux. Et bien les anxieux sont très associés au futur. Notamment, les anxieux sont des personnes qui vont associer plusieurs métaprogrammes en général. Hein. Je vous fais des grandes généralités, c'est pas toujours le cas, mais on va avoir des gens donc associés, donc qui ressentent des émotions. Ils vont souvent se projeter dans l'avenir. Ils vont essayer de calculer pour gérer leurs émotions qu'ils anticipent déjà. Ils vont essayer de calculer tous les scénarios possibles pour pouvoir faire en sorte que au niveau de leurs sensations et de leurs émotions, ça soit ok, en fait. Donc on a des gens associés, projetés dans le futur et négatifs, parce qu'ils imaginent bien évidemment les scénarios catastrophes, ce qui pourrait se passer de mal. Ils n'ont pas besoin d'imaginer ce qui pourrait se passer de bien, puisqu'ils n'arrivent même pas forcément à imaginer que ça puisse aller bien. Donc les gens dans le futur, on va avoir donc les gens qui ont des capacités à se projeter, à faire des projets, à vraiment prévoir. Donc les gens qui sont visionnaires vont être très souvent dans le futur. Les gens qui font des burn-out vont souvent être dans le futur aussi parce qu'ils projettent. Et aujourd'hui ils galèrent, mais demain ça ira. Donc eux ils projettent du positif dans le futur. Et donc ils vivent toujours après en fait. Ils vivent pas aujourd'hui, ils vivent après. Et d'ailleurs, en général, quand ils réussissent un projet, ils n'ont même pas le temps de vraiment le ressentir et de le vivre parce qu'ils sont déjà au projet d'après. Ils courent après le temps en fait. Ils sont projetés en avant. On dirait qu'ils sont tout le temps projetés en avant. Ils courent après le temps et ils sont toujours avancés. Alors, les mélancoliques, oui, associés au passé, tout à fait. J'essaie d'être dans le moment présent, mais pas toujours évident. Et oui, c'est pas toujours évident. D'être dans le présent. On n'est encore une fois pas dans une société très associée au présent. Par exemple, les sociétés qui sont plus dans de la méditation, alors je pense toujours à mon patient qui est moine bouddhiste, comme quoi les moines bouddhistes vont aussi voir les psys parfois, et avec qui on parle souvent du fait que par rapport au mouvement bouddhiste et tout ça, la philosophie zen, tout ça, on est beaucoup dans l'association au présent. Notre société n'est pas très associée au présent. On est dans une société plutôt négative, projetée dans l'avenir et avec des pieds dans le passé. En fait, on pense beaucoup à ce qui s'était passé avant et on essaye de mettre en place d'autres choses pour l'avenir, mais vraiment pas forcément en côté positif, pas très nostalgique du passé, plutôt en mode ça n'allait pas avant, comment faire en sorte pour que ça aille à peu près mieux après, mais sans grande conviction. Je vous la fais vraiment très très courte. Hein. On est vraiment dans une société où on parle beaucoup de la crise. On a une société de gestion du risque, on prend des assurances pour tout. Voilà, ça vient un peu dans le même fonctionnement que les anxieux, quoi. C'est un peu le même principe. Mais oui, c'est pas évident d'être centré dans le présent. Et c'est pas forcément une bonne chose dans l'absolu d'être dans le présent, dans le passé ou dans l'avenir. Encore une fois, il n'y a pas de valence positive ou négative dans les métaprogrammes. Quand on est, par exemple, toujours centré dans le présent, c'est très difficile de planifier ses révisions pour les examens, par exemple. C'est très compliqué, parce qu'il faut avoir la capacité à être associé au temps et justement pouvoir gérer ce temps-là
Et pour ça, il faut avoir la capacité aussi à pouvoir être dans le futur pour le planifier et à un moment donné à passer dans le présent pour se mettre à l'action. Donc il y a des allers-retours. Et peut-être à passer dans le passé pour voir les acquis qui sont déjà là, qu'on va pouvoir mobiliser, ou les connaissances qu'on a déjà acquises il y a très longtemps, ou les comportements qu'on a déjà fait dans le passé et qu'on ne veut pas reproduire pour pouvoir en apprendre quelque chose. Bref, le but c'est vraiment d'être flexible par rapport à ça, mais selon comment on est construit, parfois on a une centration particulière sur le passé, le présent ou le futur. Par exemple, les gens qui sont très centrés dans le futur et qui avancent en âge, généralement c'est un peu plus compliqué s'ils se centrent sur leur propre futur, parce qu'en fait il y a cette notion de vieillissement qui les fait pas aller très très bien, parce qu'ils voient que petit à petit ça va aller de moins en moins bien par rapport à leur santé ou des choses comme ça, et du coup c'est difficile, sauf s'ils se projettent au-delà d'eux, et dans ce cas-là les enfants, les petits-enfants, là ça peut les aider. Vous voyez qu'on est vraiment au confluent de plein de métaprogrammes différents. On continue un petit peu? Ça vous va? Donc, il y a un autre métaprogramme qui est hyper important, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tri sur soi ou de tri sur l'autre. C'est ce sur quoi je porte mon intérêt. Est-ce que je m'intéresse à moi ou est-ce que je m'intéresse aux autres? Là, il y a un autre métaprogramme qui est très 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 proche du premier et en même temps très différent. Ça s'appelle référence interne ou référence externe. Ça veut dire, est-ce que je me base sur ce que moi je ressens, ou ce que je pense, ou sur ce qui vient de moi, ou sur ce qui vient de l'autre, pour prendre des décisions. Là, c'est pas une histoire d'intérêt, c'est une histoire de décision. Par exemple, si vous êtes au restaurant et que vous êtes en référence interne, vous allez prendre la carte du restaurant, regarder la carte et décider de ce que vous allez manger. Si vous êtes en référence externe, vous allez regarder plus ou moins la carte, mais vous n'allez même pas vraiment la regarder. Vous allez demander à chaque personne ce qu'il va manger et vous allez prendre comme l'autre. Ah ben je vais prendre comme lui. Vous n'aurez peut-être même pas écouté, mais bon, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, ben vous allez prendre comme lui. Donc le principe, c'est de vous dire finalement, est-ce que je prends des décisions en me basant sur moi ou est-ce que je prends des décisions en me basant sur l'autre? Alors, dans l'absolu, les personnes qui ne sont que en référence interne, donc elles se basent que sur elles, ça va être compliqué par exemple, notamment par rapport aux apprentissages par exemple, ou par rapport aux contraintes extérieures. C'est-à-dire pour l'apprentissage, il y a besoin de se référer à quelqu'un d'autre, donc de faire confiance à quelqu'un d'autre qui transmet le savoir pour pouvoir pas tout remettre en question tout le temps et pour pouvoir rentrer dans l'apprentissage. Donc par rapport à une situation d'apprentissage, il vaut mieux être en référence externe, au moins pendant le temps de l'apprentissage. Après, vous pourrez repasser en référence interne, vous approprier les connaissances et vous en faire quelque chose de personnel, mais en apprentissage, ce qui est le mieux quand même, c'est d'être en référence externe. Par contre, quand on vous pose des questions par rapport à vous, des choix de carrière, des choix d'orientation, des choix, peu importe les choix, si c'est vraiment par rapport à vous et votre vie, et ben c'est bien, enfin en tout cas c'est peut-être mieux de prendre une décision par rapport à soi. Ou d'assumer, de laisser l'autre choisir. Dans ce cas-là, c'est ça. Il y a des personnes qui vont être des faux refs externes. Par exemple, moi, c'est ce qu'on m'avait fait, enfin en tout cas c'est ce que j'avais découvert avec un de mes formateurs en PNL, avec qui j'étais justement allée au restaurant, et il me dit, toi t'es une fausse ref externe. J'ai dit, mais pourquoi? Et il me dit en gros que en fait j'ai demandé, et effectivement je faisais vraiment ça à l'époque, et c'était de manière quasiment systématique, c'est-à-dire que quand je vais au restaurant, je demande ce que chacun prend, un peu comme si j'allais prendre en considération cet avis, mais en fait concrètement je prends ce que moi je veux. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu comme ça. Genre, tu fais genre, t'aimerais bien prendre l'avis des autres, mais en fait non, c'est toi qui décides, et de toute façon tu peux pas faire autre chose que ce que toi tu veux. Et ben moi je suis comme ça, en tout cas j'étais comme ça à l'époque. Maintenant c'est un peu plus fluctuant, c'est un peu moins verrouillé, mais en tout cas voilà, il y a des gens qui sont des fausses refs externes, et puis des gens qui sont des fausses refs internes, c'est-à-dire que ils font comme s'ils prenaient une décision personnelle, alors qu'en fait ils appliquent juste la décision des autres, en fait.
on se rend compte en creusant un peu qu'en fait ils appliquent la décision ou le choix de leurs parents, mais ils sont persuadés que c'est eux qui prennent la décision, à leur âme à conscience, même si c'est pas du tout ce qu'il leur faut en fait. Donc posez-vous la question, comment je prends mes décisions? Est-ce que je me base sur moi? Est-ce que finalement je suis du genre à demander l'avis des autres et à suivre un peu l'avis des autres? Voilà. Donc ça va être intéressant. En thérapie, je fais très attention à ça. Parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui justement sont en recherche et ils ne savent pas trop quelle orientation choisir. Ils ont choisi justement des orientations par rapport à ce que voulaient leurs parents ou quoi. Et donc ça me donne un renseignement, c'est que hop, ils sont probablement en rêve externe. Donc il faut que je fasse gaffe, moi, en tant que thérapeute, à ne pas manipuler leur choix, parce que sinon, je serai une personne de plus qui vont suivre. Et moi, mon but, c'est justement que ça, peut-être, ça change, pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Donc, je fais très attention à ne pas prendre des décisions pour eux, ou à ne pas orienter leurs décisions, et je refuse de choisir. Il y a même des personnes qui me disent, bah, dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Je sais pas, est-ce que je dois quitter mon mari? Et là, je fais très attention à ne pas répondre à cette question, même si j'ai peut-être un avis sur la question, mais en général, j'en ai pas. Pour le coup, sur ce genre de questions, c'est toujours un peu compliqué, mais on fera une séance sur l'amour et le couple et tout ça, ça va être, à mon avis, ça va être super intéressant. Mais en tout cas, je fais très attention à ne pas prendre de décision de manière à ce que la personne puisse prendre cette décision en toute conscience et qu'elle puisse vraiment décider pour elle-même, parce que c'est quand même important comme décision. Alors, je regarde vos commentaires, je vois que ça monte un peu. Moi, j'hésite beaucoup avant de décider. Oui, mais au final, Salma, comment tu décides? Même si tu hésites beaucoup, au final, la décision, est-ce que tu la prends en fonction de ce que toi, tu veux, ou est-ce que tu la prends en fonction de ce que l'autre te dit? Est-ce que ce qui a le plus d'importance, c'est toi, tes pensées, tes ressentis, tes croyances, et voilà, ou est-ce que tu donnes plus d'importance à ce que les autres disent ou pensent, ou ce qu'ils te disent? Alors, le libre arbitre existe-t-il en psychologie? On considère que toutes nos décisions sont déterminées. Ça dépend de ta définition du libre arbitre, Nicolas. En fait, on a tous un libre arbitre, sauf que concrètement, en fait, on a une partie de nous qui décide de manière inconsciente, et donc cette partie-là a aussi du libre arbitre. Donc ça dépend de quoi tu parles en parlant de libre arbitre, en fait. Nos décisions, les choix qu'on fait, sont prédéterminés à l'avance par notre cerveau. Mais par contre, vu que c'est notre cerveau, ça reste notre décision ou notre façon de réagir, et donc ça reste quand même notre libre arbitre. Même si c'est notre inconscient qui a décidé, c'est quand même nous. Ou bien les séances de psy pour protéger les confinés isolés des peurs de la tête. Moi, je parle à personne depuis septembre, donc là, rien n'a changé pour moi. Pensez-vous que je dois être... Alors, désolé, j'ai pas... Fou. Je sais pas, t'en penses quoi? Alors, je peux même pas prononcer ton nom. Peut-être un problème identitaire. Je ne peux pas prononcer ton nom parce qu'il est dans un langage que je ne comprends pas. Mais est-ce que tu dois déjà être fou? J'en sais rien, je pense pas. Peut-être. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que toutes nos décisions sont déterminées? En fait, toutes nos décisions sont prédéterminées par des critères et des informations internes, en fait. Oui, bien évidemment, mais ça reste nous, concrètement. Et même quand tu as l'impression vraiment de prendre une décision très rationnelle et que tu as choisi, en fait, c'est une part de toi qui a choisi avant même que tu saches ce que tu allais décider. Je pense que j'en reparlerai de ça, parce que j'adore parler de ça, du fait qu'on choisit rien, mais on choisit tout, et ça va être très intéressant. Ok, on avance un petit peu. Alors, après le cadre de référence interne et externe, donc est-ce que je me réfère sur moi, sur ce qui se passe à l'intérieur de moi ou sur ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que je laisse le coronavirus décider de ma vie ou est-ce que c'est moi qui décide de ma vie, même si je prends en considération ce coronavirus? Voilà, voilà, c'est ce genre de questions en fait qu'il faut se poser pour savoir qui décide en fait et en fonction de quoi je décide. Donc la direction de la motivation, c'est-à-dire est-ce que on va reparler du ravin et de l'objectif par rapport au permis de conduire, c'est exactement ça. Est-ce que je choisis de faire des choses pour éviter
un obstacle ou est-ce que je fais quelque chose pour aller vers quelque chose? Est-ce que je suis dans l'aller vers ou est-ce que je suis dans l'évitement? Par exemple, est-ce que je fais des longues études pour aller vers une carrière qui vraiment me plaît ou est-ce que je fais des études pour éviter de m'ennuyer chez moi? Vous voyez ce genre de questions un peu idiotes, mais bon, qui illustre le propos. Est-ce que je conduis sur la route pour éviter de tomber dans le ravin ou est-ce que je conduis sur la route pour aller tout au bout là-bas que j'ai vu? Je parle plus à personne depuis septembre. Mais tu nous parles à nous en fait déjà. Donc c'est bien. Avant c'était difficile, maintenant je suis plus à l'aise quand je suis seule, quand je suis entourée. Ce serait un problème. Je sais pas, est-ce que c'est un problème pour toi? En fait c'est à toi de voir si c'est un problème. Il y a plein de gens pour qui le confinement n'a rien changé. Ils sont pas plus en lien que ça avec des gens. Et c'est pas forcément un problème d'être isolé en fait. Il y a plein de gens qui le vivent super bien. C'est comme le fait d'être en couple ou pas. Il y a plein de gens qui vivent très bien d'être en couple et d'autres qui vivent très bien d'être tout seul. Il n'y a pas de vérité dans l'absolu par rapport à ça. C'est vraiment à toi de voir si ça te pose un problème ou pas en fait. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'être très entourés et il y a des gens qui ont besoin d'être très entourés. Je discute avec mon entourage mais finalement je vois la décision qui me convient le plus. Ok. Donc tu serais, allez je vais dire, pas une fausse ref externe parce que tu as l'air d'assumer le fait que c'est toi qui décides en fait. Ok, donc toi, t'es les deux. Alors encore une fois, les métaprogrammes, il y en a pour qui les métaprogrammes vont être équilibrés et d'autres pour qui les métaprogrammes vont être vraiment très très déséquilibrés. Donc il y a encore une fois les refs externes déséquilibrés, bon, c'est très mal dit comme ça, les refs externes pour lesquels ce métaprogramme est très déséquilibré, et ben en fait, effectivement, ça c'est un truc qu'on va travailler pour éviter qu'il soit toujours manipulable, en fait, toujours manipulé par leur environnement. Par exemple, un enfant est très souvent en ref externe, parce qu'il se réfère à d'autres personnes qui décident pour lui. Jusqu'au moment où il décide par lui-même, et du coup, ça peut créer des problématiques. Mais en gros, un enfant, un tout petit enfant, est souvent en ref externe. Gros cliché, parce que c'est pas toujours le cas, hein, mais moi, mon petit de 3 ans, il est bien en ref interne. Comme sa maman, très bien. Donc c'est pour moi une histoire de personnalité. Donc, la modalité par rapport à l'objet de votre motivation. C'est-à-dire, est-ce que vous faites les choses parce que vous devez les faire? Est-ce que vous faites les choses parce que vous êtes obligé de les faire, par nécessité? Ou est-ce que vous le faites par plaisir? Donc là, c'est le métaprogramme que j'appellerais obligation, plaisir ou nécessité. Et je me souviens jamais du dernier, mais bon, vous voyez l'idée. Qu'est-ce qui motive le fait de faire les choses? Il y a plein de gens qui vont dire, voilà, moi je fais les choses parce qu'il faut les faire. Voilà. Et du coup, tant que c'est un moteur, tant que ça arrive, tant que ça réussit à les motiver pour passer à l'action, dans ce cas-là, c'est un métaprogramme qui est plutôt bien réglé. Et il y a énormément de gens qui fonctionnent comme ça. Ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et ça dépend des contextes aussi, hein, encore une fois. Mais parfois, on peut avoir des personnes qui ont besoin d'avoir la notion de nécessité. C'est-à-dire, par exemple, par rapport aux examens, bien sûr, c'est obligatoire de travailler, on va dire, pour passer les examens, mais c'est pas vraiment un problème. On laisse traîner jusqu'au moment où c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que c'est une question de survie. Une question de survie scolaire. Donc, la nécessité, c'est vraiment, est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Donc, est-ce que vous êtes dans l'obligation, vous travaillez vos cours parce que vous devez travailler vos cours, ou est-ce que vous travaillez vos cours parce que là, si vous ne les travaillez pas, de toute façon, vous avez planté votre année? Vous voyez, est-ce qu'il y a un risque vital derrière? Alors, quand je dis vital, c'est vraiment la survie de l'étudiant, hein, je ne parle pas de vie en général. Ou est-ce que vous le faites parce que vous pouvez le faire? Je travaille mes cours parce qu'en fait, j'ai le temps. Donc j'en profite, par exemple par rapport au confinement. C'est la notion de possibilité qui permet l'action. Ou alors, est-ce que c'est vous faites vos cours parce que vous en avez envie? Vous révisez parce que vous en avez envie. Et il y a quand même pas mal de monde qui ont besoin, notamment dans les nouvelles générations, et moi j'en fais partie, encore un petit peu j'espère, je ne suis pas encore trop vieille, qui ont besoin en fait d'avoir la notion de plaisir
la notion oui, c'est ça, de plaisir pour pouvoir faire les choses. Moi, si on me demande de faire quelque chose qui ne me fait pas plaisir, et ben en fait, à l'intérieur de moi, ça va faire bah non. Et si en plus c'est obligé, c'est sûr que dès qu'il y a un il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur de moi, ça bloque direct. Il n'y a aucune chance que je le fasse. Moi, je fais les choses soit parce que c'est nécessaire, soit parce que j'en ai envie. Et donc là, ça peut donner effectivement des problématiques de l'ordre de la procrastination, des problématiques effectivement de blocage pour passer à l'action, ou des personnes qui vont être que dans la recherche de plaisir, la recherche de sensations, et donc ça peut être un peu difficile. Et voilà, on est vraiment dans qu'est-ce qui déclenche l'action. Demandez-vous ce qui se passe pour vous quand vous devez faire quelque chose. Est-ce que vous faites quelque chose parce qu'il faut le faire, et quand on vous dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, comment vous réagissez? Ou vous faites les choses parce que vous attendez vraiment le dernier moment, ou alors que vraiment si vous le faites pas, c'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Ou est-ce que vous faites les choses parce que ça vous fait plaisir, parce que ça a du sens pour vous, parce que voilà. Comment vous êtes par rapport à ça? Alors, dans la vie, nous avons certaines obligations. Alors le nous, donc, si je vous fais un petit décryptage de texte, dans la vie, nous avons certaines obligations. Alors déjà, le nous crée un groupe, donc on est dans la ressemblance, comme si on se ressemblait déjà. Désolée Audrey, je me sers de ton propos pour décrypter un peu par rapport au métaprogramme qu'on a déjà vu. Dans la vie, c'est un peu global. Allez, on serait sur du global avec la notion de ressemblance. Nous avons certaines obligations, certaines c'est flou aussi, donc on est encore dans du global. Obligations, on ne sait pas de quoi tu parles, finalement Audrey. Dans la vie, nous avons certaines obligations. Lesquelles? Qu'est-ce qui est vraiment obligatoire? Pour le reste, j'essaye de faire les choses quand ça me fait plaisir et de ne pas me créer d'obligations. Ok, c'est un positionnement, ce qui semblerait dire que c'est une ref interne. Alors là, le gros, voilà, je vous le fais vraiment à l'arrache parce que je ne connais pas Audrey, donc je décrypte que par rapport à une phrase. Bien évidemment, on ne se sert pas que d'une phrase pour décrypter une personne, mais si j'entendais un patient qui parlait exactement comme ça, ben, du coup, en fait, ça pourrait me donner ce genre d'indication. Et je dirais qu'en plus, c'est de l'aller vers. J'essaye de faire les choses, donc je vais vers les choses quand ça me fait plaisir. Voilà. Donc oui, après chacun a son positionnement, par rapport à ça. Merci Audrey de t'être prêtée au jeu et de l'avoir bien vécu. Donc vraiment, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, cette histoire de le rapport par rapport à l'obligation, le plaisir. Demandez-vous quand vraiment vous devez faire quelque chose, ou vous pensez que vous devez faire quelque chose et que vous voyez que vous n'arrivez pas à vous y mettre, notamment dans les problèmes de procrastination. Là, je sais qu'en ce moment avec le confinement c'est un peu compliqué par exemple de se mettre à bosser. Demandez-vous si justement c'est pas parce que c'est pas encore totalement nécessaire, donc vous n'êtes pas en deadline par rapport à vos rendus, ou si c'est parce que vous avez une réaction forte à la notion d'obligation, ou si c'est parce que tout simplement vous ne prenez pas de plaisir à ça, en tout cas vous ne l'avez pas associé à quelque chose qui vous fait plaisir. En thérapie ou en accompagnement, quand je suis sur des notions de procrastination par exemple, ou des notions d'obligation par exemple par rapport à des situations de harcèlement, quand j'entends des gens qui disent oui mais je suis obligée de supporter mon patron malgré ce qu'il me fait, ok mais c'est quoi l'obligation en fait? Qu'est-ce qui se passe sinon? Et donc on travaille vraiment sur la notion d'obligation. Et quand c'est par rapport à la procrastination, et ben, si c'est une personne qui fonctionne au plaisir et qui là ne peut pas parce qu'elle n'en trouve pas, elle n'arrive pas à se mettre au travail parce qu'elle n'en trouve pas, ben, on cherche qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir dans cette situation. Et ben parfois ça peut être, ben, franchement ce qui me ferait plaisir, ça serait que ça soit fini quoi. Ok, accroche-toi à cette idée que le plaisir c'est quand c'est fini et du coup ça donne un boost pour que ça soit fini. Vous voyez, pas forcément pour le faire, mais pour que ça soit fini. Citation du film Gladiateur. Ah, j'aime bien les citations, en bonne auditive. Alors, il y a des jours où je fais ce que je veux faire et d'autres jours où je fais ce que je dois faire. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que Gladiator arrivait à faire ce qu'il devait faire. Donc, ça veut dire que la notion de plaisir, il était OK avec, et la notion d'obligation aussi, quelque part. Donc, il y arrivait. Mais il y a des personnes qui seraient incapables de faire ce qu'elles doivent faire ou ce qu'il faut faire. Ok, si vous avez des citations de temps en temps, je prends. Hein.
C'est toujours cool, hein. Surtout quand c'est des films que je connais. Je connais pas forcément tout, mais des films, j'en connais quelques-uns. Ok, si ça vous va, on continue un petit peu, il m'en reste 2-3. Donc, autre métaprogramme, est-ce que vous êtes plutôt actif, passif ou proactif? Ça, c'est un truc qui est très très important, notamment quand on est sur du projet ou quand on est sur des problématiques familiales ou quand on est sur de la gestion de sa vie, par exemple. Est-ce que, alors ma métaphore, c'est un peu bête, mais est-ce que si vous êtes dans une gare, est-ce que vous êtes la personne qu'on met dans le train et qui part avec le train? Donc en mode passif, on vous a pris les billets, on vous a monté dans le train, on a monté vos valises, bref, on a tout fait pour vous et vous avez suivi. Ou est-ce que vous êtes la personne qui monte dans le train, c'est-à-dire vous suivez ce qui est mis, mais quand même vous y allez, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes actif, mais c'est pas vous qui initiez le truc. Ou est-ce que vous êtes la personne proactive qui clairement organise le trajet, conduit le train et embarque des gens derrière vous. Donc dans les leaders, souvent on est sur du proactif. Voilà. Donc ça peut vous aider aussi à savoir finalement pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre au travail ou pourquoi vous arrivez justement à vous mettre au travail. Donc ça va être assez intéressant pour vous de le savoir, notamment si vous êtes dans de la gestion de projet ou des choses un peu collaboratives ou de groupe en fait. Ou même si vous n'arrivez pas à vous mettre au travail parce que vous êtes plutôt passive par rapport à tout ça, ça va être intéressant peut-être de travailler en mode proactif, notamment là avec le confinement, on est un peu obligé de s'organiser tout seul. Je dis on parce que je le fais aussi, mais moi je suis plutôt proactive, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais peut-être qu'il faudra vous associer avec des gens qui sont proactifs pour mettre en place les choses et les suivre. Je suis passif surtout, mais je porte mes bagages dans le train. Oh, c'est sympa ça. Sympa pour les autres. Je sais pas si t'es vraiment passif en fait, par rapport à tous les messages que je vois. J'ai un petit doute, je sais pas. En même temps, on se connaît pas vraiment, Gabriel, mais par rapport à tous les messages que j'ai vus, j'ai pas l'impression que tu sois vraiment passif. Passif, à la rigueur, ça serait des gens qui se mettraient devant le live et qui parleraient pas du tout, par exemple. Qui regarderaient les échanges, qui penseraient des choses, mais qui n'interagiraient pas. Donc je sais pas si t'es vraiment passif, Gabriel. Faudrait voir par rapport à des exemples un peu plus précis. Est-ce que dans votre capacité à mettre en place des procédures, est-ce que vous êtes plutôt linéaire? Donc en gros, quand vous mettez en place une action, vous dites alors d'abord je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis après je vais faire ça. Il y a une sorte de procédure très linéaire, c'est-à-dire très organisée, avec des choses avant, des choses après. Ou est-ce que plutôt vous êtes en mode créatif, c'est-à-dire allez, je fais les choses et puis on verra, et puis je m'adapterai, et puis voilà. Donc en gros, un linéaire pourrait être pas mal perturbé si l'ordre est un peu perturbé ou si ça peut pas se passer exactement comme il avait prévu. Un créatif, lui, pourrait se perdre un peu dans sa stratégie et donc partir un peu dans tous les sens, mais s'il y a un imprévu, il arrive à se débrouiller. Vous voyez par exemple. J'aime pas prendre l'initiative dans les projets de groupe surtout. Ok. C'est plaisant de savoir que l'on a fourni les efforts nécessaires. Ok. Même dans un domaine qui ne nous plaît pas. Ok, Mélanie, donc toi, tu es vraiment sur la notion de plaisir, même quand il y a de l'obligation ou de la nécessité. Donc c'est plutôt un bon compromis. Ok, le côté linéaire, créatif, on le voit aussi dans effectivement la gestion de projet, dans la manière dont la personne organise sa vie, dans la gestion de la maison. Je sais pas, de votre appart, est-ce que c'est le why ou est-ce que c'est chaque chose à sa place et vous avez une sorte de routine de rangement. Voilà, ça peut se voir à peu près comme ça. On peut voir aussi ça dans la manière dont la personne s'habille. Est-ce que c'est plutôt tout est à sa place, et tous les cheveux sont dans le bon sens, machin, ou est-ce que c'est un peu le why aussi. Linéaire, organisé, ça me rassure. Ok Audrey, c'est bien de le savoir. Ça veut dire aussi que peut-être un peu perturbé quand il y a les choses qui ne se passent pas exactement comme c'était prévu. Par exemple là avec le confinement, il y a pas mal de linéaires qui se sont sentis un petit peu
perturbés parce que c'était pas vraiment ce qui était prévu, c'était pas le plan, c'était pas... Et parfois, ils ont un peu du mal à faire preuve de créativité pour s'organiser de nouveau et mettre en place des nouvelles stratégies et des nouvelles façons de bosser. Mais une fois qu'ils ont de nouveau une stratégie, une façon de bosser, ça y est, ils y retrouvent, ils ont besoin juste de repères en fait, les linéaires. Je travaillais avec un autre formateur justement, parce que j'étais dans une école de formation avant, et lui il était très très linéaire. Voilà, très, très... Et moi j'étais hyper créative, donc en fait c'était des très bonnes associations, parce que moi je gérais tous les imprévus, et dès qu'il y avait besoin de gérer un truc un peu auquel on n'avait pas pensé avant, du coup c'était moi qui y allais. Et lui par contre il était vraiment sur l'application des procédures, et du coup il permettait de garder justement la trame, le temps. Donc il y a des associations de métaprogrammes et de gens du coup qui fonctionnent bien. Le but c'est vraiment d'avoir un truc équilibré, hein, que ça soit tout seul ou avec d'autres personnes, mais d'avoir toutes les compétences, à portée de main. Ok, est-ce que vous faites les choses parce que vous voulez être? Est-ce que vous faites les choses parce que vous voulez faire? Ou est-ce que vous faites les choses parce que vous voulez avoir? Ça, c'est vraiment une question presque philosophique, métaphorique. On est presque sur le truc existentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est d'être, c'est-à-dire être reconnu, être quelqu'un, être bien, voilà, donc ça parle que de vous et de votre place et de votre ressenti personnel? Ou est-ce que dans votre vie, finalement, vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes beaucoup dans le faire? Ce qui vous intéresse, c'est de faire des choses, c'est de faire voir des grandes choses, c'est de faire ce qu'il faut, c'est de faire plaisir. Est-ce que vous êtes dans le faire ou est-ce que vous êtes dans l'avoir? C'est-à-dire, est-ce que votre but dans la vie, c'est d'avoir une maison, un chien, bref, une sorte de liste de choses matérielles ou immatérielles? Parce que avoir de la notoriété, ça peut être aussi ça. D'accord. Donc Gabriel, toi tu es dans être. Ok, tu te reconnais un peu plus là-dedans. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, mais parfois c'est intéressant de le voir parce que par exemple, dans les burn-out, on est souvent dans le faire. Par exemple, ils font, et même quand ça marche pas, ben, ils font autre chose pour faire en sorte que ça aille et tout ça. Et puis, dans les moines bouddhistes, on est souvent dans l'être, par exemple. Ce qui est important, c'est d'être, c'est d'exister, c'est de respirer, c'est vraiment d'être présent, voilà. Et dans les personnes qui sont... alors c'est encore une fois des gros clichés, hein, c'est vraiment les soirées clichés, les soirées psycho des fois. Mais en tout cas, les personnes qui sont dans le paraître, eh bien on est souvent dans l'avoir. Mais il faut que j'ai le nouveau smartphone, les nouvelles technologies. Il faut que j'ai mon diplôme. Ça va te servir à quoi? J'en sais rien, mais en tout cas, il faut que je l'ai. Il faut que j'ai tant par mois. Il faut que j'ai des enfants. Il faut que j'ai... Voilà. Faire et être sont très liés, non? Ah bah, ça dépend. Ça dépend. Faire des actes courageux, c'est être courageux. Oui, mais ça dépend comment tu le formules, en fait. Parce qu'il y a des gens qui font des actes courageux, pour autant, ils ne se sentent pas courageux, mais ils font des actes, c'est les actes qui sont courageux, c'est pas eux en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc Mélanie, toi tu es dans le faire. Il me semble que je l'avais vu aussi en dessous, un peu plus haut dans un truc que j'avais vu. Ouais, c'est plaisant de savoir que l'on a fourni des efforts nécessaires. Donc toi tu trouvais ta satisfaction dans le faire. Par exemple. Tiffany, être. Ok. Encore une fois, rien de positif, négatif, tout ça, c'est juste de savoir finalement où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Il paraît qu'en vieillissant, on serait un peu plus dans l'être. J'en sais rien, je suis pas sûre. Voilà. Alors là, autre métaprogramme, qu'est-ce qu'il faut pour vous convaincre? Est-ce que vous êtes du genre où on vous dit une fois une chose et vous êtes convaincu, vous y croyez? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise 15 000 fois la même chose, 10 fois? Qu'est-ce qui, en termes de stratégie de conviction, qu'est-ce qui vous permet d'être convaincu? Est-ce que c'est parce que vous avez vu, entendu, fait quelque chose? Ou est-ce que, encore une fois, il y a le nombre de fois qui est important pour vous? Alors ça, c'est un métaprogramme qui va pas tout le temps être très important.
Mais on va le voir notamment quand on répète des schémas. Par exemple, je sais pas, les femmes battues, des fois on est amené à questionner ce schéma. Ben, combien de fois il faut pour que vous soyez convaincu que c'est pas ce qu'il vous faut, ou que vous voulez rester, ou que vous voulez pas rester avec cette personne, par exemple. Combien de fois vous avez besoin de vivre la même scène pour savoir que c'est bon ou pas pour vous décider, quoi. Mais pour prendre un autre exemple, qu'est-ce qu'être généreux si ce n'est faire des actes généreux? Il y a des gens qui se sentent généreux, qui sont généreux, pour autant ils font pas grand-chose. Je sais pas, c'est comme l'amour et l'épreuve d'amour, en fait, c'est une façon de percevoir les choses. Il y a des gens qui font des actes généreux tout le temps et pour autant qui se sentent pas généreux pour autant, hein, qui n'ont pas l'impression d'être généreux. C'est vraiment deux perceptions de la réalité qui sont très très différentes. Bien sûr, il y a du lien entre tout ça, mais on pourrait dire avoir de la générosité aussi. Mais c'est pas pareil d'avoir de la générosité, d'être généreux, ou encore une fois, on parle de la même chose, mais les perceptions sont différentes. Alors pour la générosité ou les grandes valeurs comme ça, c'est pas là où ça va être le plus important en fait. Mais c'est quand on voit qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'amassement d'objets, par exemple, ou de diplômes, ou de connaissances. Ils vont être dans l'avoir, l'avoir, l'avoir. Il y en a d'autres qui vont être vraiment dans l'action. Ils vont faire, quitte à s'épuiser, mais ils vont faire. Avoir, ils vont peut-être s'endetter ou courir après le fait d'avoir de la légitimité au travers de 50 000 diplômes, mais en fait, ils n'auront jamais la légitimité parce que pour eux, ça passe par de l'avoir. Ils seront pas légitimes parce qu'ils, vous voyez le principe. Ils veulent être légitimes, sauf qu'ils sont dans des stratégies d'avoir. Vous voyez, donc ça marche pas, en fait. Donc voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion par rapport à vous, mais vous allez le voir surtout sur les gens qui sont tout le temps actifs, quoi. Ils font, et des fois, pourquoi tu fais? T'as besoin de rien pour convaincre que t'es une personne, en fait. Donc ça peut être ça. Pareil, combien de voitures il faut avoir pour être heureux? On voit que c'est pas dans la même catégorie, en fait. On peut être heureux en n'ayant rien, en fait, surtout une voiture. Enfin bref, ça dépend des valeurs des uns et des autres. Ensuite, stratégie d'action. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait les choses, pareil, de manière un peu linéaire, c'est-à-dire je fais une chose jusqu'au bout et puis après je fais une autre chose. Tant que c'est pas fini, je n'entame rien d'autre. Ou est-ce qu'au contraire, je suis du genre à faire plein de choses en même temps? J'entame 15 projets en même temps. Je commence 3-4 livres en même temps. Je travaille en même temps que je regarde la télé, en même temps que je réponds au téléphone, en même temps que je me fais à manger. Est-ce que ma pensée est capable de gérer plusieurs actions en parallèle, ou est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir un produit fini à chaque fois ou des séquences de travail? Donc ça, très intéressant aussi sur l'organisation vraiment du travail et de vos révisions là, pour les examens, les dossiers, les mémoires et tout ça. Ça va être intéressant de savoir si votre cerveau fonctionne en séquence ou s'il fonctionne en parallèle, de manière à employer la bonne stratégie, la bonne organisation. Moi, par exemple, je travaille beaucoup en simultané. J'ai toujours beaucoup de projets en même temps. En même temps, j'ai 4 enfants, je gère plusieurs vies en même temps, en parallèle, donc en fait, tout doit avancer. Ok, mais pour prendre un autre exemple, qu'est-ce que... Oui, non, ça j'ai déjà lu. Hop, ok. Donc, le dernier qu'on va voir, c'est est-ce que ce qui est important pour vous, c'est le chemin ou le résultat? Est-ce que vous faites les choses pour la finalité ou est-ce que vous faites les choses pour les faire? Est-ce que, par exemple, vous partez en vacances pour la destination ou est-ce que finalement le voyage, c'est important pour vous aussi? Le processus, la procédure, le chemin. Et ça, vraiment, c'est vraiment, encore une fois, propre à chacun. On n'a pas tous le même rapport à ça. Il y a des gens pour lesquels, tant qu'ils ne sont pas à New York, leurs vacances n'ont pas commencé. Et puis il y en a d'autres pour lesquels le voyage commence à partir du moment où ils partent de chez eux. Et puis pour d'autres, c'est au moment où ils font leur valise. Ils sont déjà en vacances au moment où ils sont en train de faire leur valise. D'autres, ça va être encore avant, au moment où ils planifient leurs vacances. Ils sont déjà quelque part un petit peu en vacances. Donc, est-ce que vous agissez pour le plaisir d'agir
ou est-ce que vous le faites pour le résultat? Par exemple, notamment, on l'emploie souvent celui-là par rapport à l'histoire de la perte de poids. Est-ce que vous mangez sainement pour perdre du poids, ou est-ce que vous mangez sainement parce que rien que le fait de manger sainement, c'est déjà une bonne chose, et si ça peut vous faire perdre du poids, c'est encore, c'est en plus, vous voyez? Donc finalement, on rejoint aussi la notion de plaisir parfois, ou d'obligation, voilà, de ce métaprogramme-là. C'est finalement, où est-ce que vous mettez votre satisfaction? Est-ce que vous la mettez juste à la fin? Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes capable d'endurer tout le chemin pour avoir cette finalité? Ou est-ce que déjà rien que le fait d'être en mouvement, ça vous fait déjà plaisir? Est-ce que pour vous, étudiants, l'objectif c'est d'atteindre et d'avoir votre diplôme? Ou est-ce que votre objectif c'est d'apprendre des choses tout au long de vos études et à la fin il y a le diplôme? Vous voyez, de vraiment voir où est votre objectif, où est-ce que c'est intéressant pour vous. Voilà, pour le coup je vous ai passé la plupart des grands métaprogrammes qu'on peut avoir. Bon après j'en ai créé d'autres, le métaprogramme Rebelle, qui est un ensemble de métaprogrammes, le métaprogramme fantôme, ça arrive avec des gens qui sont totalement à côté de leur pompe, totalement dissociés, totalement pas là, ils ont le métaprogramme fantôme, enfin bref, après on fait des mixtes, des petits mixages entre les différents métaprogrammes pour avoir d'autres métaprogrammes, mais en tout cas les principaux vous les avez. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez pu découvrir des choses un peu sur vous et que ça vous a questionné. Dites-vous que dans une démarche de développement personnel, on est sur une meilleure connaissance de soi. Ce genre d'outil, parce que ça reste un outil, la PNL, ça encore une fois, c'est pas une science absolue, ça vous permet en fait de mieux vous connaître et de mieux comprendre pourquoi parfois vous arrivez facilement à atteindre vos objectifs et que parfois c'est juste pas possible parce qu'à l'intérieur de vous, tout bloque. Par exemple, moi, dès qu'il y a un il faut que, je sais que ça bloque, mais maintenant que je sais aussi que en trouvant ce qui fait plaisir, et ben ça me permet justement de pouvoir me dépasser et de pouvoir donner du sens et que ça marche bien. Donc j'espère que tous ces métaprogrammes, alors je vous en ai cité pas mal, certains vous auront interpellé par rapport à vous et votre fonctionnement. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi sur la plateforme. Alors là, en ce moment, vu qu'il y a le Covid-19, pour prendre rendez-vous avec moi, il faut sélectionner dans la ville Covid-19, Aix, Arles, Marseille. Je suis là-dedans. Sur Aix, a priori, ça marche plus directement, donc n'hésitez pas si vous voulez être dans une démarche par rapport à ça. Ce que je vous propose justement la semaine prochaine, c'est de faire donc le mercredi sur la notion, alors je regarde encore une fois mon petit post-it de la semaine prochaine. Le mercredi, on travaillera sur la procrastination, justement pour réussir à se mettre à l'action. Et pour ceux qui ont des devoirs à rendre et tout ça, je pense que ça sera vraiment très intéressant. Passez le mot à vos collègues, ceux qui procrastinent, voilà, parce que ça pourrait leur donner des pistes aussi. Et jeudi, on abordera un thème qui est hyper intéressant et que j'adore aborder, notamment avec des étudiants, c'est le thème des croyances. Alors, bien évidemment, croyances religieuses si vous voulez, mais c'est surtout, vous voyez, les croyances en termes généraux. Donc, quelles sont vos croyances, comment elles motivent vos actions, comment elles donnent aussi du cadre à vos actions. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir participé. C'est vraiment très agréable d'avoir un groupe qui réagit pendant que je présente les notions et qui illustre aussi pendant que je présente les notions. Et puis voilà, j'espère vous revoir mercredi prochain donc pour la procrastination. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir à tous.